L'envers et l'endroit, amour de vivre. La nuit à Palma, la vue reflue lentement vers le quartier des cafés chantants derrière le marché. Des rues noires et silencieuses jusqu'au moment où l'on arrive devant des portes persiennes où filtre la lumière et la musique. J'ai passé près d'une nuit dans l'un de ces cafés. C'était une petite salle très basse, rectangulaire, peinte en vert, décorée de guirlandes roses. Le plafond boisé était couvert de minuscules ampoules rouges. Dans ce petit espace, s'était miraculeusement casé un orchestre, un bar aux bouteilles multicolores et le public, serré à mourir, épaule contre épaule. Des hommes seulement. Au centre, 2 mètres carrés d'espace libre. Des verres et des bouteilles en fusée, envoyés par le garçon aux 4 coins de la salle. Pas un être ici n'était conscient. Tous hurlaient. Une sorte d'officier de marine m'éructait dans la figure des politesses chargées d'alcool. À ma table, un nain sans âge me racontait sa vie, mais j'étais trop tendue pour l'écouter. L'orchestre jouait sans arrêt des mélodies dont on ne saisissait que le rythme, parce que tous les pieds en donnaient la mesure. Parfois la porte s'ouvrait. Au milieu des hurlements, on encastrait un nouvel arrivant entre deux chaises. Un coup de cymbale soudain, et une femme sauta brusquement dans le cercle exigu au milieu du cabaret. 21 ans, me dit l'officier. Je fus stupéfait. Un visage de jeune fille, mais sculpté dans une montagne de chair. Cette femme pouvait avoir 1,80 m. Énorme, elle devait peser 300 livres. Les mains sur les hanches, vêtues d'un filet jaune dont les mailles faisaient gonfler un damier de chair blanche, elle souriait. Et chacun des coins de sa bouche renvoyait vers l'oreille une série de petites ondulations de chair. Dans la salle, l'excitation n'avait plus de bornes. On sentait que cette fille était connue, aimée, attendue. Elle souriait toujours. Elle promena son regard autour du public et, toujours silencieuse et souriante, fit onduler son ventre en avant. La salle hurla, puis réclama une chanson qui paraissait connue. C'était un chant andalou, nasillard et rythmé sourdement par la batterie toutes les 3 mesures. Elle chantait, et, à chaque coup, mimait l'amour de tout son corps. Dans ce mouvement monotone et passionné, de vraies vagues de chair naissaient sur ses hanches et venaient mourir sur ses épaules. La salle était comme écrasée. Mais, au refrain, la fille, tournant sur elle-même, tenant ses seins à pleine main, ouvrant sa bouche rouge et mouillée, reprit la mélodie, en chœur avec la salle, jusqu'à ce que tout le monde soit levé dans le tumulte. Elle, campée au centre, gluante de sueur, dépeignée, dressait sa taille massive gonflée dans son filet jaune. Comme une déesse, immonde sortant de l'eau, le front bête et bas, les yeux creux, elle vivait seulement par un petit tressaillement du genou, comme en ont les chevaux après la course. Au milieu de la joie trépignante qui l'entourait, elle était comme l'image ignoble et exaltante de la vie, avec le désespoir de ses yeux vides et la sueur épaisse de son ventre. Sans les cafés et les journaux, il serait difficile de voyager. Une feuille imprimée dans notre langue, un lieu où le soir nous tentons de coudoyer des hommes, nous permet de mimer dans un geste familier l'homme que nous étions chez nous et qui, à distance, nous paraît si étranger. Car ce qui fait le prix du voyage, c'est la peur. Il brise en nous une sorte de décor intérieur. Il n'est plus possible de tricher, de se masquer derrière des heures de bureau et de chantier. Ces heures contre lesquelles nous protestons si fort et qui nous défendent si sûrement contre la souffrance d'être seuls. C'est ainsi que j'ai toujours envie d'écrire des romans où mes héros diraient « Qu'est-ce que je deviendrais sans mes heures de bureau ?» Ou encore « Ma femme est morte, mais par bonheur, j'ai un gros paquet d'expéditions à rédiger pour demain. » Le voyage nous ôte ce refuge. Loin des nôtres, de notre langue, arrachés à tous nos appuis, privés de nos masques, on ne connaît pas le tarif des tramways et tout est comme ça, nous sommes tout entiers à la surface de nous-mêmes. Mais aussi, à nous sentir l'âme malade, nous rendons à chaque être, à chaque objet sa valeur de miracle. Une femme qui danse sans penser, une bouteille sur la table, aperçue derrière un rideau. Chaque image devient un symbole. La vie nous semble s'y refléter tout entière, dans la mesure où notre vie, à ce moment, s'y résume. Sensible à tous les dons, comment dire les ivresses contradictoires que nous pouvons goûter, jusqu'à celle de la lucidité. Et jamais peut-être un pays, sinon la Méditerranée, ne m'a porté à la fois si loin et si près de moi. Sans doute c'est de là que venait mon émotion du café de Palma. Mais à midi, au contraire, dans le quartier désert de la cathédrale, parmi les vieux palais aux cours fraîches, dans les rues aux odeurs d'ombre, c'est l'idée d'une certaine lenteur qui me frappait. Personne dans ces rues.
au mirador de vieilles femmes figées. Et marchant le long des maisons, m'arrêtant dans les cours pleines de plantes vertes et de piliers ronds et gris, je me fondais dans cette odeur de silence. Je perdais mes limites, n'était plus que le son de mes pas ou ce vol d'oiseaux dont j'apercevais l'ombre sur le haut des murs encore ensoleillés. Je passais aussi de longues heures dans le petit cloître gothique de San Francisco. Sa fine et précieuse colonnade luisait de ce beau jaune doré qu'ont les vieux monuments en Espagne. Dans la cour, des lauriers roses, de faux poivriers, un puits de fer forgé d'où pendait une longue cuillère de métal rouillé. Les passants y buvaient. Parfois, je me souviens encore du bruit clair qu'elle faisait en retombant sur la pierre du puits. Pourtant, ce n'était pas la douceur de vivre que ce cloître m'enseignait. Dans les battements secs de ces vols de pigeons, le silence soudain blotti au milieu du jardin, dans le grincement isolé de sa chaîne de puits, je retrouvais une saveur nouvelle et pourtant familière. J'étais lucide et souriant devant ce jeu unique des apparences. Ce cristal où souriait le visage du monde, il me semblait qu'un geste lui fêlait. Quelque chose allait se défaire. Le vol des pigeons mourir, et chacun d'eux tombait lentement sur ses ailes déployées. Seul mon silence et mon immobilité rendaient plausible ce qui ressemblait si fort à une illusion. J'entrais dans le jeu. Sans être dupe, je me prêtais aux apparences. Un beau soleil doré chauffait doucement les pierres jaunes du cloître. Une femme puisait de l'eau au puits. Dans 1 heure, 1 minute, 1 seconde, maintenant peut-être, tout pouvait crouler. Et pourtant le miracle se poursuivait. Le monde durait pudique, ironique et discret, comme certaines formes douces et retenues de l'amitié des femmes. Un équilibre se poursuivait, coloré pourtant par toute l'appréhension de sa propre fin. Là était tout mon amour de vivre. Une passion silencieuse pour ce qui allait peut-être m'échapper. Une amertume sous une flamme. Chaque jour, je quittais ce cloître comme enlevé à moi-même, inscrit pour un court instant dans la durée du monde. Et je sais bien pourquoi je pensais alors aux yeux sans regard des Apollons doriques, ou aux personnes brûlantes et figées de Giotto. C'est qu'à ce moment, je comprenais vraiment ce que pouvait m'apporter de semblables pays. J'admire qu'on puisse trouver au bord de la Méditerranée des certitudes et des règles de vie, qu'on y satisfasse sa raison et qu'on y justifie un optimisme et un sens social. Car enfin, ce qui me frappait alors, ce n'était pas un monde fait à la mesure de l'homme, mais qui se refermait sur l'homme. Non, si le langage de ces pays s'accordait à ce qui résonnait profondément en moi, ce n'est pas parce qu'il répondait à mes questions, mais parce qu'il les rendait inutiles. Ce n'étaient pas des actions de grâce qui pouvaient me monter aux lèvres, mais ce nada qui n'a pu naître que devant des paysages écrasés de soleil. Il n'y a pas d'amour de vivre sans désespoir de vivre. À Ibiza, j'allais tous les jours m'asseoir dans les cafés qui jalonnent le port. Vers 5 heures, les jeunes gens du pays se promènent sur 2 rangs tout le long de la jetée. Là se font les mariages et la vie tout entière. On ne peut s'empêcher de penser qu'il y a une certaine grandeur à commencer ainsi sa vie devant le monde. Je m'asseyais, encore tout chancelant du soleil de la journée, plein d'églises blanches et de murs crayeux, de campagnes sèches et d'oliviers hirsutes. Je buvais un orgeat douceâtre. Je regardais la courbe des collines qui me faisait face. Elle descendait doucement vers la mer. Le soir devenait vert. Sur la plus grande des collines, la dernière brise faisait tourner les ailes d'un moulin. Et, par un miracle naturel, tout le monde baissait la voix, de sorte qu'il n'y avait plus que le ciel et des mots chantants qui montaient vers lui. Mais on percevait comme s'il venait de très loin. Dans ce court instant de crépuscule, régnait quelque chose de fugace et de mélancolique, qui n'était pas sensible à un homme seulement, mais à un peuple tout entier. Pour moi, j'avais envie d'aimer comme on a envie de pleurer. Il me semblait que chaque heure de mon sommeil serait désormais volée à la vie, c'est-à-dire autant du désir sans objet. Comme dans ces heures vibrantes du cabaret de Palma et du cloître de San Francisco, j'étais immobile et tendue, sans force contre cet immense élan qui voulait mettre le monde entier entre mes mains. Je sais bien que j'ai tort, qu'il y a des limites à se donner. À cette condition, l'on crée. Mais il n'y a pas de limite pour aimer, et que m'importe de mal étreindre si je peux tout embrasser. Il y a des femmes à Gênes dont j'ai aimé le sourire tout à matin. Je ne les reverrai plus et, sans doute, rien n'est plus simple. Mais les mots ne couvriront pas la flamme de mon regret. Petit puits du cloître de San Francisco, j'y regardais passer des vols de pigeons et j'en oubliais ma soif. Mais un moment venait toujours où ma soif renaissait.